va être la prise en charge, le traitement des utérus mal formés par le professeur Jamel Fikri. Et c'est très bien parce que comme c'est un spécialiste en même temps de la fertilité, je pense qu'il va switcher à la fois sur le traitement hystéroscopique et les répercussions de l'infertilité de ces traitements de ces utérus mal formés. Et Jamel, tu as la parole. Merci. Merci Nabil. Je pense que maintenant vous voyez mes slides. Et donc, j'ai essayé d'être très rapide sur les notions que tout le monde connaît parce que le temps ne nous permet pas de rester sur les notions qui sont déjà connues par tout le monde pour essentiellement aller sur le concept que nous défendons, toi, moi et toute l'équipe de la SMEJIN avec Mohamed Osman, ou concernant les malformations utérines et particulièrement les septomes. On sait que leur fréquence est assez variable selon les séries. Dans la dernière faite par Pellicer, le taux de malformation dans la population fertile est d'environ 3% et il est doublé chez la population infertile. Et donc, il est important chez ces patients-là de chercher ces malformations. Les classifications qui existent sont multiples. Les plus anciennes sont celles de Musset, puis celle de l'American Fertility Society, aujourd'hui la SRM, qui est l'une des plus utilisées dans le monde. Et ce qui nous intéresse le plus dans le sujet, ce sont bien sûr les malformations qui sont opérables en hystéroscopie et pour lesquelles il y a une réelle indication chirurgicale. La dernière classification est celle de l'ESHRE et de l'European Society of Gynecological Endoscopy, qui a permis un peu de clarifier le langage avec les différents intervenants. Et nous allons nous intéresser aux formes U1, c'est-à-dire les utérus dysmorphiques, les utérus en forme de T, les utérus en forme de Y, qui sont dans les C, et pas les infantiles. Et enfin, bien sûr, le gros morceau, puisque c'est la pathologie la plus fréquemment rencontrée et celle qui est la plus nocive sur la fertilité des patientes, ce sont les utérus avec septum, soit partiel, soit complet. Et en classe, en U pour la malformation utérine, le C, c'est pour la malformation cervicale, col normal ou col dédoublé, et V lorsqu'il y a une malformation vaginale associée, et en particulier un septum vaginal. Et rapidement, pour parler des septums et ne pas les oublier, c'est même les patients pour lesquels il n'y a pas d'indication à réaliser une septoplastie, par exemple les utérus bicornes avec 2 vagins, eh bien, il faut penser à réunifier les 2 vagins pour permettre des rapports sexuels avec éjaculat, et cet éjaculat peut atteindre les 2 hémicoles et non pas laisser les gens avoir des rapports sexuels sur un seul hémicole et donc réduire leur potentiel de fertilité de ce fait. Donc, traiter les cloisons vaginales systématiquement pour toutes les patientes infertiles. La classification est bien sûr une classification qui repose aussi sur les données de l'échographie parce que c'est l'échographie qui permet de faire le diagnostic de ces malformations et non pas l'hystéroscopie. L'hystéroscopie va venir juste compléter ces bilans pour chercher les lésions associées et établir la stratégie thérapeutique, mais c'est l'échographie qui est fondamentale pour voir le fond de l'utérus et cette séreuse du fond qui doit être normale dans les utérus, soit dysmorphiques, soit les utérus cloisonnés. Et parfois, on a une petite indentation au niveau du fond et cette indentation ne doit pas dépasser quelques millimètres parce que si elle descend en dessous de la ligne interostiale, nous entrons dans des formes soit d'utérus bicorne le plus souvent, ou parfois dans des formes intermédiaires qu'il est un peu compliqué de discuter ici. Et cette performance de l'échographie a été largement démontrée. Elle est aussi performante que l'association célioscopie-hystéroscopie pour faire le diagnostic des malformations utérines. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'échographie 3D est le gold standard pour ce diagnostic. Et ici, nous voyons quelques exemples. Là, c'est un utérus bicorne. On voit bien les 2 cornes qui sont séparées par l'interposition de l'épiplomb ou de l'intestin. Un utérus cloisonné avec une cloison totale et l'angle ici est aigu. Là, un cloisonné subtotal, le fond est normal et la cloison ne descend pas beaucoup. Et ici, on a un utérus dit à fond arqué. Et c'est là où il faut faire très attention. Tracer la ligne interostiale, mesurer cette distance. L'angle ici est supérieur à 90 degrés. Et si cette distance est inférieure à 1 cm, il n'y a aucune indication chirurgicale à opérer ces patientes, sauf si la clinique est très parlante, parce que nous allons revenir sur les indications. L'IRM peut avoir un intérêt, mais uniquement dans les formes complexes. Elle n'a pas d'intérêt pour faire les diagnostics courants. C'est l'écho 3D qui va les faire, donc on ne dépensera pas beaucoup d'argent. Elle aura aussi de l'intérêt à chercher de l'endométriose lorsqu'on y pense. Et enfin, les utérus dits dysmorphiques. Et là, l'écho 3D aujourd'hui est très largement utilisé. On arrive à bien les diagnostiquer.
Ces utérus, avant, on ne les voyait pas beaucoup. C'est lorsqu'il y a une indentation au niveau des parois latérales de l'utérus qui fait que cette cavité est réduite et est transformée en un T. Là, elle est un peu moins visible. Et parfois, c'est toute la cavité qui est réduite, et c'est ce qu'on appelle les I-shaped utérus en forme de I. Et là encore, le retentissement sur la fertilité est très important. Ces formes dysmorphiques, on va rapidement passer dessus parce que quand même, ça reste des formes relativement rares. Et quand on les découvre, en particulier dans le bilan de l'infertilité, parce que personnellement, je fais de la 3D systématiquement à toutes mes patientes, on en trouve un certain nombre. Et aujourd'hui, l'une des études les plus récentes et celle qui a été vraiment démonstrative, c'est une étude prospective faite par notre ami Luis Alonso Pacheco, qui est derrière toutes ces choses en hystéroscopie, Antonio Simone Lagagna, qui sont des référents en la matière et qui ont démontré une amélioration significative aussi bien chez les patientes en infertilité que chez les patientes avec des pertes répétées de grossesse que lorsqu'il y a des échecs répétés de FIV. Donc, lorsqu'on découvre ces dysmorphies, il faut les traiter. Le traitement est hystéroscopique. Je vous en ferai une vidéo à la fin. La cellule n'a quasiment pas d'intérêt, sauf lorsqu'on bilance une infertilité ou une endométriose. Alors, je vous passe les circonstances de découverte, vous les connaissez. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la découverte fortuite, parce qu'on fait de plus en plus des échographies d'excellente qualité. Les gens sont bien formés à faire ces échographies et la 3D est très courante dans les cabinets et les hôpitaux. Et donc, on va rencontrer des patientes qui ont des malformations avant tout accident obstétrical. Alors, classiquement, vous savez ce qu'on disait, il faut attendre qu'il y ait des accouchements prématurés, des avortements, et donc vraiment attendre qu'il y ait des complications. Et tout cela reporte uniquement sur des accords professionnels, à savoir, ce sont quelques experts ou pseudo-experts qui se sont réunis pour dire voilà comment il faut faire. C'est un niveau de preuve qui aujourd'hui n'a aucune valeur. Les résultats, classiquement, on disait qu'il y avait à peu près 80% des patientes qui accouchaient normalement après septoplastie. Ça, c'est l'ancienne école. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les études les plus récentes Jamel, on t'entend plus. Si tu peux te reconnecter. Jamel, on a perdu le signal. Un minute, s'il vous plaît. Un minute. Ok. Alors, nous voyons le bureau de professeur Fick. Il a retourné. Il a retourné. Ok. Voilà. Je suis reconnecté à nouveau. Ça marche. Bienvenue. Activez la caméra. Ok. Voilà. C'est bon, merci. Et il y a eu beaucoup d'autres études qui sont venues après. Mais parlons de la stérilité. Il y a à peu près 35% de stérilité chez les patientes avec utérus cloisonné. Et selon l'étude randomisée de Molo, le taux de fertilité est très, très important, avec un taux d'implantation, taux de grossesse, taux de naissance vivante qui sont retrouvés chez ces patientes, comme pour les patientes sans cloison après septoplastie. Et qu'en termes d'accouchement prématuré et de fausse couche, on retrouve des taux similaires. Et que donc, avant chez les patientes ayant des stérilités inexpliquées ou des patientes ayant une infertilité après cloison, lorsqu'on a fait la cure de cloison, eh bien, le taux de grossesse chez les patientes ayant une cloison est supérieur à celles qui ont une infertilité inexpliquée après septoplastie, et cet avantage est durable dans le temps. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des études, on regarde le futur des patientes, on prend un groupe de patientes, on les traite et on se dit qu'est-ce qu'on va trouver. Eh bien, on ne trouve rien du tout depuis plusieurs années. L'étude Trust qui a commencé en 2009 n'a abouti à rien du tout après 10 années. Et donc, aujourd'hui,
il faut plutôt, à mon avis, s'intéresser au passé des patientes, pas à ce qui va se passer après. Et le passé est celui-là. Lorsqu'on fait des FIV chez les patientes avec cloison, l'étude de Tomasevich, sur plus de 2500 cas, a montré que les naissances vivantes étaient de 1,9% avant septoplastie pour passer à 38% après septoplastie, sans aucune différence avec les patientes qui n'ont aucun septum. En cas de stérilité également, il n'y a pas seulement que les taux d'implantation. Il faut voir chez ces patientes qu'une fois qu'on les a laissées faire leurs complications, beaucoup vont avoir une stérilité secondaire. Et dans une étude très ancienne de Green-Bizis, seulement 56% des patientes qui ont déjà fait une grossesse, qui ont une stérilité secondaire avec cloison, ont eu la possibilité d'avoir un bébé et dans la moitié par fécondation in vitro après septoplastie. Si on regarde ça de l'autre façon, la moitié de ces patientes qui faisaient leur grossesse naturellement quand elles avaient leur septum sont devenues définitivement infertiles. Et ça mérite réflexion parce que ces cloisons ont des complications qui peuvent donner une infertilité définitive. Dans cette population de très très large, plus de quelques centaines de patientes, on va, après septoplastie, avoir des taux de grossesse intéressants, sans aucune complication per- et post-opératoire, parce que classiquement, ce que disent les gens qui ne défendent pas la septoplastie systématique, c'est qu'il y a un risque de rupture utérine. Cela est faux, le risque est très très faible. Et aussi voir d'autres complications avant que ces patientes n'aient eu une septoplastie. Elles font 17% de grossesse extra-utérine, ce qui dépasse largement les 2 à 3% que nous avons dans la population générale. Et lorsqu'elles sont opérées, elles ont des taux de grossesse extra-utérine identiques à la population qui n'a pas de cloison. Donc, elles font des complications, ces patientes, plus que les autres. Elles font des synéchies parce que lorsqu'elles font des fausses couches, les curetages sont difficiles, l'évacuation utérine est difficile. Souvent, on refait un deuxième curetage, voire un troisième, et les synéchies sont nombreuses et on ne sait pas combien elles sont nombreuses. Les obstructions tubaires post-synéchie ou post-curetage difficile aussi sont nombreuses et on ne sait pas. Et je vous ai montré les taux de stérilité secondaire définitifs chez ces patients. Et d'autres complications avant septoplastie, on va les voir, c'est toujours Vallée et ECPO qui disent ça, mais à la fin de leur article, ils disent il faut continuer à n'opérer qu'après 2 complications, et c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'ils disent avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Siège, 25 à 30%, c'est énorme. On sait que les sièges posent des problèmes de complications, de souffrance fétale, d'anomalies de la hanche des bébés qui vont naître avec une hanche luxée, ça c'est important à voir. Les présentations anormales, 5% de présentation transverse. Imaginez quand elle rend sa poche et qu'elle arrive avec le bras du bébé dans le vagin, c'est une grosse complication. Les césariennes supplémentaires, on va les chiffrer. Les souffrances fétales, on ne les a jamais chiffrées chez les patientes chez lesquelles on n'a pas opéré les cloisons. Les menaces d'accouchement prématuré, 20%, avec hospitalisation, médicaments, arrêt de travail. C'est très important de considérer cela avant de dire qu'on ne doit pas les opérer systématiquement. J'ai parlé de la hanche. Elles font plus de toxémie gravidique. Donc, c'est des femmes qui font plus de complications parce qu'on sait que la vascularisation et les Doppler des artères utérines avant septoplastie sont altérés. Et le taux de césarienne et de malposition fétale est rapporté dans cette étude assez récente où on a dans les études, dans les utérus avec septum ou septum partiel, regardez le taux d'anomalie de position fétale, 32%. C'est énorme. Le taux de césarienne est énorme. On atteint quasiment les 60 ou 70%. C'est très important. Ça a un coût, ça a des complications. Et on disait qu'avant, oui, on va laisser les patientes évoluer avec leur cloison et après, on verra si elles se compliquent ou pas. Eh bien, on a observé chez des patientes chez lesquelles on a découvert une cloison en début de grossesse et qu'est-ce qui arrive? Taux d'avortement, 66%. C'est énorme. Le taux de césarienne, 75%. C'est énorme. 37% de présentation non céphalique. Donc, beaucoup de complications chez ces patientes et beaucoup de chirurgies qu'on peut éviter si on avait traité systématiquement leur cloison. Sans oublier la souffrance psychologique des patientes. Elles font un avortement, un accouchement prématuré, une perte de bébé, parfois un enfant qui a un retard psychomoteur parce qu'il a eu une souffrance. Eh bien, tout ça, ça compte pas aux yeux des gens qui disent on va attendre les accidents obstétricaux. Et enfin, le temps qui passe. Et ces patientes font de l'insuffisance ovarienne due au temps perdu en attendant qu'elles fassent la bonne grossesse.
Alors, l'épouvantail, c'est dire attention, vous risquez les ruptures utérines. Eh bien, je vous ai montré tout à l'heure comment les risques. D'abord, ces ruptures sont assez rares. Et deuxièmement, pour les éviter, eh bien, voilà comment on fait. On va tracer la ligne interostiale et on va donc toujours avoir à l'idée de respecter le mur ici. Et quand on résèque ces cloisons, il faut toujours laisser un mur de 10 mm. Si on a une petite indentation au fond de l'utérus, eh bien, notre résection doit laisser un éperon de sécurité au fond de l'utérus pour éviter ces complications et éviter la chirurgie monopolaire. Et si on n'a pas une bonne vision en fin d'intervention, il faut savoir s'arrêter et reprendre la patiente pour faire les choses correctement sans fragiliser l'utérus. Les synéchies post-opératoires, tout le monde le sait, il faut faire une hystéroscopie 6 à 8 semaines après. Donc en conclusion, je dirais que opérer seulement après un accident obstétrical est seulement une recommandation d'experts, entre guillemets, c'est-à-dire aucun niveau de preuve scientifique aujourd'hui. Pouvons-nous encore, lorsqu'on voit tellement de complications chez ces patientes et voir que cette chirurgie est devenue quasiment en ambulatoire, il y a zéro complication, on les fait à 8 heures du matin, à midi elles s'en vont chez elles, et aujourd'hui, il faut absolument passer à d'autres recommandations et dire que la découverte systématique, on ne doit pas attendre les complications, et je vous ai montré qu'elles sont très nombreuses, et opérer ces patientes de façon safe. Je vous remercie. Vidéo, s'il vous plaît. Vidéo, Sergio. Donc là, je montre comment on corrige une dysmorphie utérine en forme de T, qui consiste à sectionner en bipolaire ou au laser, selon ce qu'on souhaite faire. Mon ami Sergio préfère le laser parce que c'est un grand expert du laser. C'est une excellente technique. Et là, en chirurgie bipolaire, on voit bien que lorsqu'on se met au niveau du col, on n'arrive pas à voir les orifices tubaires. Et donc, il y a cette indentation latérale qui fait que l'utérus à la cavité utérine est réduite. Donc, on va sectionner progressivement, latéralement, cette indentation qui réduit le volume de la cavité utérine pour lui restituer une taille normale. Cette section doit se poursuivre progressivement jusqu'à ce qu'en vision panoramique, on puisse avoir une vision correcte des cornes utérines et des orifices tubaires. Dès qu'on atteint cette vision au niveau des orifices tubaires, ça veut dire qu'on a sectionné suffisamment latéralement et qu'on doit s'arrêter pour ne pas fragiliser l'utérus parce que juste à côté, il y a les artères utérines et le risque de rupture utérine. La deuxième vidéo, s'il te plaît, Sergio. Jamel, tu as encore 30 secondes. Oui, c'est bon. Je pense que je ferai dans le temps. La deuxième vidéo va montrer une section de cloison. Dommage, la première n'a pas terminé. Et là, on a une cloison subtotale. La section de la cloison, pour éviter les complications, doit absolument garder comme repère les orifices tubaires. Ce sont nos repères. Et on va donc balayer d'un orifice tubaire à un autre. On peut faire soit la technique classique par des mini-touches ou la technique horizontale qui aujourd'hui me paraît très rapide et surtout très précise parce qu'on ne fait pas des petits puits les uns à côté des autres. Mais là, on va sectionner latéralement d'une corne utérine à une autre en respectant bien d'être au milieu de la cloison, c'est-à-dire dans la ligne entre les deux ostiomes tubaires. Cette chirurgie prend en moyenne quelques minutes. Aujourd'hui, je la fais avec une petite sédation et en masque, mais on peut la faire aussi avec des ciseaux, on peut la faire avec le laser. Et c'est une technique qui donne d'excellents résultats à condition d'en respecter les règles, à savoir rester bien au milieu de la cloison, à distance égale des deux parois de l'utérus. Si on sort de ce plan, ça se met à saigner. Et donc, si ça saigne, faites attention, c'est que probablement vous êtes en dehors du plan de section. Ça peut saigner un petit peu au niveau du fond de l'utérus. Et quand on arrive sur le fond de l'utérus et que ça se met à saignoter un peu, c'est qu'on arrive sur la zone qui est relativement bien vascularisée de la cloison, donc en zone relativement fonctionnelle. Et si on perd la vision, il faut savoir s'arrêter. Sinon, il faut essayer d'être dans les conditions où on va laisser très peu au niveau du fond de l'utérus.
c'est-à-dire pas un éperon, ce qu'on appelait l'éperon de sécurité doit être réduit au minimum à quelques millimètres. Si on a un éperon qui dépasse 1 cm, il peut être à nouveau nocif pour les grossesses à venir. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ces cloisons pour aujourd'hui défendre un point de vue que nous défendons depuis très longtemps avec mon ami Moulay, le président de la SMEJIN, et mon ami Osman et d'autres groupes, d'autres amis de la SMEJIN. On défend depuis un certain nombre d'années la résection systématique des cloisons utérines. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à cela. Mon ami Luis Alonso va présenter le même sujet pour l'European Society. Et j'espère que quelques-uns des arguments que j'ai défendus ici correspondent à ce qu'il défend lui-même. Merci beaucoup.